Bonjour, moi je suis biologiste médicale spécialisée en génétique moléculaire et je travaille au centre Lambérard depuis 2 ans et avant dans d'autres laboratoires. Quand on dit l'ADN tumoral circulant, c'est dans une logique de biopsie liquide. Donc la biopsie liquide, c'est le fait qu'on va analyser du matériel liquide des patients, donc pas aller chercher le tissu, mais faire un geste beaucoup moins invasif et aller prélever directement le sang du patient ou d'autres liquides, les liquides pleuraux, du LCR, ce genre de choses. Et ensuite, on va aller chercher du matériel un peu différent de ce qu'on a l'habitude sur le tissu. Donc soit on peut analyser des cellules tumorales circulantes, mais ce qui est très développé en routine maintenant, c'est d'aller rechercher l'ADN tumoral circulant. Donc il faut savoir que toutes nos cellules dans l'organisme, ainsi que les tumeurs, lorsque les cellules se dégradent ou lorsqu'elles sont détruites par nécrose, apoptose, etc., elles vont relarguer leur matériel génétique dans les liquides du patient et donc dans le sang la majorité du temps. Et du coup, on peut, par une simple prise de sang, aller non seulement analyser l'ADN classique du patient, mais bien sûr l'ADN tumoral circulant du patient par des recherches d'altérations très spécifiques qui seront spécifiques de la tumeur du patient. Et donc, elle est monitorée et ou détecter des altérations particulières sans avoir besoin d'aller sur le tissu. Alors, concernant les recommandations pour la routine, pas forcément pour les projets de recherche, parce qu'il y en a beaucoup dans ce domaine. Donc, pour la prise en charge des routines, il y a l'ESMO 2022, avec les réactualisations de 2022, qui est très à jour et qui recommande d'utiliser l'ADN circulant en routine pour différents organes. Donc, typiquement pour les poumons, les adénocarcinomes du poumon, où on recherche beaucoup de cibles altérées. On recherche des mutations de l'EGFR, de ALK, de ROS, de RET. Et du coup, tout ça, on en a souvent besoin dans des délais courts et des fois, le temps de l'analyse sur tissu est plus long parce qu'il y a toute l'étape de chirurgie, ensuite la biopsie doit être mise sous formol, etc. Or, ce temps-là, il est très réduit sur le circulant parce qu'il n'y a pas ces étapes de préparation de tissu avant analyse moléculaire. Et du coup, il peut être recommandé dans les besoins de délai rapide d'aller directement à la biopsie liquide, donc à la recherche sur ADN tumoral circulant pour détecter les altérations dans le cadre d'un cancer du poumon. Il y a eu des études en vie réelle, une étude en vie réelle notamment en France, qui a montré que réellement les patients étaient pris en charge plus rapidement lorsqu'ils avaient les résultats directement rendus sur biopsie liquide, parce que résultat plus rapide que si on attendait les analyses sur tissu. Donc pour le poumon, ça peut être à privilégier ou recommander, à ajuster en fonction des besoins pour le patient et du délai. Il y a pour le côlon. Pour le côlon, il y a beaucoup d'études sur tout ce qui est le suivi de la maladie résiduelle, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément fait en routine. Par contre, ce qui est recommandé, c'est lorsque l'on veut rechallenger le cancer du côlon avec un anti-EGFR, il est important d'aller vérifier avant sur biopsie liquide s'il y a tout hasard des clones de résistance qui circuleraient du coup dans le sang, qu'on pourrait les détecter, ne seraient pas présents. Et dans ce cas-là, s'il y a de la résistance qui est présente, on n'irait pas rechallenger avec de l'anti-EGFR. Donc une biopsie liquide peut être intéressante dans ces cas-là et est recommandée. Pour les prostates, souvent le matériel tissulaire est soit non disponible, soit très vieux, parce que les tumeurs primitives datent de plusieurs années. Soit c'est des métastases osseuses et on sait que sur tissu, l'analyse moléculaire sur sur des prélèvements osseux est de pas de bonne qualité. Donc là, pareil, pour les recherches d'altération de type BRCA1 et BRCA2, c'est important, il est recommandé potentiellement de faire du circulant pour s'affranchir de ces problématiques de tissus dégradés. Et il y a aussi pour le cancer du sein des mutations de résistance qui apparaissent, de résistance à l'hormonothérapie qui apparaissent. Et là, c'est des altérations de résistance du coup polyclonales qui peuvent apparaître. Donc si on fait une biopsie, on risque de louper le clone de résistance parce qu'on n'aura pas prélevé la biopsie au bon endroit. Et l'avantage du circulant, c'est que toutes les cellules potentiellement tumorales relarguent plus ou moins du matériel dans le sang. Et du coup, on a plus de chances de capter les mutations de résistance en faisant une analyse par biopsie liquide. Donc, dans ce cadre-là, c'est aussi recommandé. Et enfin, l'ESMO est globalement assez clair. Si c'est un cancer pour lequel on sait qu'il y a des biomarqueurs d'intérêt avec des thérapies ciblées potentielles et que le tissu n'est pas disponible ou non contributif, cela vaut le coup d'offrir une chance au patient en allant sur de la biopsie liquide pour pouvoir rattraper peut-être ces altérations et que le patient bénéficie de thérapies ciblées, alors que sinon, on s'arrêterait à une analyse non contributive ou impossible. Oui, en effet, il y a pas mal d'avantages, mais il y a des inconvénients dans le sens où c'est du matériel en très petite quantité qui va circuler, donc il faut des techniques très très sensibles. C'est du matériel tumoral dilué dans du matériel génomique classique, donc pareil, très sensible pour aller chercher cette fraction tumorale.
Du coup, on s'est rendu compte par de nombreuses études que tous les cancers ne diffusaient pas de la même manière. Il y a des cancers qui, de par leur renouvellement cellulaire, de par voilà, vont avoir tendance à diffuser beaucoup d'ADN dans le sang ou dans les différents liquides. Le poumon est celui qui diffuse le plus, mais il y a aussi l'endomètre qui diffuse pas mal, le gastrique plutôt gastrique. Et la prostate aussi diffuse pas mal. Et par contre, il y a des tumeurs qui diffusent très peu, le rein, la thyroïde et puis les tumeurs cérébrales. Et là, du coup, on a développé d'autres moyens potentiellement d'aller rechercher ces informations. Donc, typiquement, pour les tumeurs cérébrales, l'analyse sur liquide céphalorachidien peut être une bonne solution pour aller détecter les altérations. Il y a aussi une logique forcément de taille. Hein. On est en train d'analyser une très faible quantité issue de cellules. Donc, si votre tumeur est grosse avec beaucoup de métastases, de par pure logique quantitative, elle relargue plus et donc on a plus de chances de détecter quelque chose que si vous êtes dans des stades localisés avec des petites tumeurs où forcément la fraction qui va diffuser est très très faible et du coup on est en limite technique potentielle dès qu'on est sur des stades plus précoces. Donc c'est une réelle limite technique. On s'améliore au fur et à mesure, mais clairement la probabilité de détecter quelque chose est d'autant plus forte que le stade est avancé et que la tumeur est grosse et métastatique. Et enfin, c'est cette même logique, c'est-à-dire que quand un résultat est positif, sous réserve de faux positifs techniques, mais normalement le biologiste vous informe, mais en tout cas quand un résultat est positif avec une altération moléculaire trouvée, c'est très fiable. Quand un résultat est négatif, c'est là où c'est compliqué parce qu'il peut être négatif parce que vous n'avez pas d'altération dans votre tumeur, ou il peut être négatif parce que malheureusement votre tumeur était petite ou relarguait très peu de matériel tumoral circulant et du coup nous n'avons juste rien détecté de pathogénique, mais potentiellement c'est juste que le clone peut-être de résistance ou le clone pathogénique était en trop faible quantité ou diffusait très peu. Donc il y a la problématique de quand un résultat est négatif, ça n'affranchit pas de potentiellement aller dans la tumeur si on peut pour voir quand même s'il n'y avait pas faiblement un clone muté. Alors, comme on l'a dit, dans tout ce qu'on analyse, on récupère une fraction d'ADN. Et cet ADN peut être issu des cellules normales du patient, des cellules sanguines du patient, hein, et puis des cellules tumorales. Et du coup, nous, on cherche des altérations pathogéniques dans les gènes d'intérêt, mais du coup, normalement, le plus spécifique possible des tumeurs. Le problème, c'est que maintenant, on fait des panels de plus en plus gros pour aller vous trouver de plus en plus d'informations utiles pour vos patients sur l'ADN tumoral circulant. Et du coup, on peut en effet trouver des informations qui sont finalement pas issues de la tumeur du patient, mais issues typiquement de l'hématopoïèse clonale et du fait que les cellules sanguines, les globules blancs sont en train d'être détériorés. Donc typiquement, c'est le cas où les patients sont âgés et donc il va y avoir à bas bruit des clones d'hématopoïèse qui vont acquérir un certain nombre de mutations pathogéniques dans certains gènes, parce qu'avec une sélection clonale, hein, mais qui sont du coup des mutations pathogéniques absolument pas reliées à la tumeur du poumon potentiellement qu'on étudie, mais liées au fait que de par le vieillissement, ces cellules dégénèrent. Il y a le tabac qui entraîne aussi ce bas bruit. Et puis, il y a les chimiothérapies. Souvent, on fait des prises de sang pour l'ADN tumoral circulant. Après 3 lignes de chimio et on se dit, c'est le dernier recours, il faut qu'on aille étudier, voir si on n'a pas une cible thérapeutique. Et après, les chimios sont pourvoyeuses de mutations cellulaires et donc ont pu générer à bas bruit des altérations moléculaires qu'on va détecter aussi dans l'ADN tumoral circulant. Donc souvent, c'est des mutations à bas bruit, à faible fréquence allélique. Ça touche beaucoup les gènes AXL1, DNMT3A et TET2 principalement. Donc c'est des gènes qu'on n'a pas forcément dans nos panels parce que pour les tumeurs solides, ce pas des gènes forcément de grand intérêt. Par contre, ça touche moins souvent, mais ça existe aussi, les gènes ATM, TP53, JAK2. Et là, du coup, c'est difficile quand on vous trouve une mutation, surtout à faible bruit, à 1%, 0,5%. Est-ce que cette mutation de JAK2 est issue de la tumeur et le patient a un clone relarguant dans sa tumeur solide, relarguant d'une mutation de JAK2, ou est-ce que c'est de l'hématopoïèse clonale? C'est pas facile, donc souvent dans les comptes rendus, on vous alerte, on vous le met à chaque fois si on a des choses un peu faiblardes, attention à un risque d'hématopoïèse clonale. Et puis si réellement vous voulez traiter votre patient et qu'on vous a mis ou que vous êtes inquiet parce que ça fait partie des gènes de l'hématopoïèse clonale et que vous vous dites c'est dommage, j'ai une thérapie, n'hésitez pas à contacter les laboratoires,
qu'on voit ce qu'on peut faire pour lever le doute sur est-ce que c'est de l'hématopoïèse clonale ou est-ce que c'est la tumeur qui présente cette altération. Si la biopsie finalement devient possible, une biopsie tumorale permettra de résoudre la question de voir si l'altération est présente dans la tumeur. Voilà, donc dans les prises en charge, en tout cas de l'hématopoïèse clonale. C'est la même logique que pour le tissu, malgré tout. C'est-à-dire que pour le tissu, c'est pareil. Nos cellules tumorales sont issues d'un bagage génétique et d'une cellule initialement normale. Donc, quand on fait des analyses moléculaires, on recherche des choses somatiques. On essaie de trouver des altérations spécifiques de la tumeur. Mais certaines de ces altérations sont communes et sont aussi d'informations de prédisposition génétique. Donc c'est le cas typiquement pour BRCA1, BRCA2, dans le cancer de l'ovaire, de la prostate. Et dans l'ADN tumoral circulant, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'on a une analyse de l'ADN qui circule dans notre sang, issu des cellules tumorales, mais aussi toutes les cellules normales du patient. Et du coup, on va tomber sur des altérations pathogéniques qui sont pathogéniques pour le côté tumoral, mais qui sont potentiellement à prédisposition pour un certain nombre de cancers. Donc là, c'est pareil, le laboratoire sensibilise quand on tombe sur ce genre de résultats. Normalement, on vous met une phrase, il est important, à risque. On ne peut pas savoir si c'est constitutionnel ou pas. Souvent, les fréquences alléliques nous donnent une certaine information. Si elles sont à forte fréquence allélique, il y a des chances qu'elles soient constitutionnelles ou germinales. Si elles sont à faible fréquence allélique, normalement, elles sont probablement plutôt somatiques. Mais on n'est jamais à l'abri de mosaïques, ce genre de choses. Donc, il est important, lorsqu'on tombe sur des altérations comme ça et qu'on sait que c'est des altérations à prédisposition, d'orienter le patient vers les oncogénéticiens qui iront faire toutes les analyses classiques de routine et puis toute l'enquête familiale pour résoudre l'information et pouvoir explorer si c'est des altérations à prédisposition génétique ou pas. L'idée, c'est vraiment d'être en confiance et de travailler avec des laboratoires qui sont experts dans le domaine ou qui ont l'habitude et qui sont là pour, en tout cas, aiguiller ou vous informer des limites de chacune des techniques, des résultats et mieux comprendre. Donc, vraiment, l'importance de l'interprétation des comptes rendus. Et du coup, l'intérêt que les dossiers, en tout cas les dossiers un peu compliqués, puissent passer facilement dans des RCP moléculaires, ça permet qu'il y ait une étude un peu pluridisciplinaire de ces variants qui sont retrouvés, avec plusieurs spécialistes d'organes, etc., pour qu'on puisse voir la véracité de ces informations et puis derrière, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et le fait des RCP moléculaires permet aussi d'offrir tout de suite une information sur les potentielles options thérapeutiques. Des fois, c'est des altérations rares pour lesquelles il n'y a pas forcément une cible avec un AMM disponible en France, là, maintenant, tout de suite. Mais dans les centres spécialisés, on peut avoir des essais d'ouvert. Et du coup, le fait que l'analyse passe d'emblée ou sur proposition avec les cliniciens dans des RCP moléculaires, ça apporte une information supplémentaire potentiellement très utile pour le patient. Donc c'est vraiment quelque chose de complémentaire de mon point de vue.